Coupeau et Marsaudon. Est-ce qu'on peut récupérer l'un des deux micros, s'il vous plaît? Allez-y, prenez les micros. Et il y a un micro avec fil qui doit être à côté de vous là. Alors, on a parlé du marché pour avoir une vision un petit peu globale du multicoque de croisière. Là, on va s'intéresser un peu plus à la technique, aux produits et aux innovations. Je vais vous présenter rapidement les intervenants de cette nouvelle table ronde. Juste à côté de moi, Marc Van Petegem du cabinet VPLP, donc architecte de bateaux de course comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi collaborateur fréquent pour Lagoon et plus récemment Outre-mer. Juste à côté, Vincent Marsaudon qui est venu en régional de l'étape, puisqu'il construit des mâts en carbone pour toutes sortes de bateaux. Il va nous expliquer ça tout à l'heure, juste à côté, dans les bâtiments de la base des sous-marins. À côté de lui, Olivier Racoupeau, architecte également du cabinet Béret Racoupeau, qui lui travaille notamment pour Fountaine Pajot. Et puis, tout au bout, Bertrand Kunenek, qui n'est pas très très loin, mais qui est arrivé de Brest, et qui est le patron de la voilerie Incidence, qui, elle, travaille pour de très nombreux chantiers, en ayant commencé au départ à faire des voiles de course, notamment pour des multicoques. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a juste préparé très rapidement la table ronde. Je voulais savoir un petit peu, chacun votre tour, ce que vous considériez comme étant les dernières innovations majeures dans vos secteurs respectifs pour ce qui est du multicoque de croisière. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu pendant la table ronde précédente. Est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce qu'il y a eu vraiment des produits extrêmement innovants dans ce secteur-là récemment, et ça serait quoi d'après vous? Alors, je ne sais pas qui veut se jeter à l'eau en premier. Marc. Ouais. Il y en a tellement. Non, je crois que ce qui vient d'être dit est très intéressant. La bascule générationnelle, elle a amené une vraie réflexion sur l'usage. Et ça, c'est au centre de nos réflexions. Donc, et c'est vrai aussi que le marché des multicoques est parti d'un tout petit secteur et qu'aujourd'hui, on a une offre qui est extrêmement étendue. Donc, ça va de la personne qui va se faire un bateau de petite série en carbone, Nida, qui a envie d'aller vite sur l'eau, éventuellement même de participer à des régates, à des courses, à une vision beaucoup plus axée sur la vie à bord, sur le plaisir d'être ensemble, voilà. Donc je trouve que, nous, ce à quoi on s'attache en termes d'innovation, je crois que c'en est vraiment une, c'est celle d'être vraiment à l'écoute des gens et de regarder dans le détail l'usage, en essayant de se projeter, de se mettre à la place des gens et de regarder qu'est-ce que c'est que le bonheur d'être sur l'eau, qu'est-ce que c'est que le bonheur d'être sur l'eau sur un catamaran. Et donc ça a amené beaucoup de changements. Certains points ont été évoqués déjà. Je crois que pour moi, ça c'est une innovation majeure, même si elle n'est pas purement technique, mais plus architecturale, plus axée sur le design, le scénario d'usage. C'est au moins le cas dans d'autres secteurs de la voile, d'après vous? Ah, ça, non, je crois que c'est une vraie tendance. Je crois que il y a une, enfin, c'est peut-être moins le cas dans le domaine du monocoque, quoique, il y a toujours des gens qui font du monocoque et qui aiment le monocoque comme le monocoque était avant. Mais voilà, il y a une palette extrêmement large. Donc je trouve qu'il y a une grande place justement pour l'innovation. Après, il y a d'autres innovations techniques, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Vincent, est-ce que, de votre point de vue, il y a une innovation majeure récente qui vous a marqué dans ce secteur-là? Eh bien, innovation récente, je dirais pas, je sais dire qu'il y a de grosses innovations. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on reste quand même sur un marché qui est assez neuf. Le multicoque, aujourd'hui, on arrive à avoir des multicoques qui commencent à être de très très grosse taille. Et donc, on a pu aborder, en tout cas pour ma part, des marchés de niche qui sont hyper importants.
l'innovation, c'est de se dire qu'on a récupéré une clientèle qui vient de motor yacht de très très gros bateaux et qui se lance dans des projets de plus de 100 pieds. Et ça, pour moi, c'est une innovation. On continue à travailler dans ce sens-là. Ça n'empêche que l'innovation, oui, c'est une nouvelle clientèle pour ces bateaux-là. Même dans le milieu du multicoque, le méga yacht reste très très important. Olivier Racobo. Je serais assez d'accord avec Marc, la plus grosse des évolutions aujourd'hui, elle n'est peut-être pas technologique, mais effectivement, c'est la manière dont on aborde la conception qui a changé. Autrefois un bateau, mais c'est aussi vrai pour les monocoques, mais encore beaucoup plus pour le voilier catamaran. Autrefois, on concevait un bateau exclusivement pour naviguer. L'ensemble des fonctions, son architecture, sa réflexion était tournée vers la navigation. Et dans bien des cas, les angoisses qui étaient associées à ça, la peur de la mer, de tout un tas de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est essentiellement tourné vers un usage beaucoup plus loisir, beaucoup plus urbain, beaucoup plus tourné vers le plaisir, ce qui fait qu'aujourd'hui, les catamarans ont évolué, ils sont beaucoup plus volumineux, ils sont beaucoup plus fonctionnels, et on boucle un petit peu sur la table ronde précédente, en fait. C'est cette évolution des générations qui fait qu'on aborde les choses de manière très très différente. Après, derrière, il y a tout un tas d'évolutions que j'appellerais diffuses qui ont participé à ça. Il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais l'arrivée du GPS, aujourd'hui les gens ont plus peur de se perdre, donc on a l'accès à la météo à peu près partout sur le globe, ce qui fait que les gens ont plus peur, donc au lieu de se protéger de la mer, ils vont vouloir en profiter, et cette conception elle a évolué énormément à ce niveau-là. Bertrand Pinec. Moi je vais dans le même sens que tout le monde, en fait on va pour nous voilerie, il y a deux axes, il y a vraiment la simplicité d'utilisation sans perte de performance. C'est-à-dire d'arriver à faire des produits qui restent quand même performants, parce que les bateaux de croisière, on arrive vite à des produits qui dégradent les performances. Et ça, c'est très embêtant, parce que qui dit dégradation de performance dit dégradation de plaisir. Et ça, c'est fondamental de garder du plaisir à naviguer. Peut-être pas forcément en termes de nœuds, mais c'est vraiment fondamental que les gens aient du plaisir à naviguer. Donc simplicité, performance, c'est vraiment les deux axes sur lesquels on travaille. Et pour illustrer ça, concrètement, il y a une innovation qui me paraît vraiment majeure sur les bateaux, sur le multicoque de croisière, c'est les grands voiles à cornes, où on arrive à faire des grands voiles à cornes utilisables par n'importe quel équipage qui ne demande pas de compétences particulières et qui peut bien améliorer les bateaux. Bon, il y en a d'autres. Hein. Lesquels, par exemple? je rebondis. Bon, on travaille sur la simplicité dans différents domaines pour essayer justement d'éviter les paquets de nouilles, d'éviter que le bateau perde un nœud en mettant une grande voile en rouleur, etc., etc. Est-ce qu'il y a alors j'allais prendre un mot presque vulgaire pour des gens qui sont détectés, mais est-ce qu'il y a des modes ou des tendances technologiques aujourd'hui dans ce monde du multicoque que vous voyez apparaître? Des formes de coque, des objets et des usages qui font qu'aujourd'hui, maintenant, sur un multicoque, il faut avoir ça. La course a toujours généré des modes. On a vu apparaître des étraves inversées sur des multicoques de compétition. Aujourd'hui, les étraves se sont verticalisées dans un premier temps et on les voit doucement s'inverser. C'est typiquement un effet de mode. Ouais, je pense que, en tout cas sur ma partie, toute la partie développement est faite par une base de projets de course. Et de toute façon, nous on cherche à faire le lien, autant sur la partie de simplicité, mais aussi sur la partie technique qui nous permet de gagner en production, mais surtout en sécurité. Aujourd'hui, un mât, on va toujours considérer que le mât est dématé parce qu'il y avait un problème sur le mât. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça n'empêche qu'on cherche à trouver des solutions. On prend des marges de sécurité, on a des retours sur toute la partie compétition qui nous permettent de valider certaines pièces parce que ça a été validé autour du monde ou même sur du match race avec des produits qui sont en effet développés, qu'on a réussi à rapatrier côté croisière. Et moi, c'est vraiment une chance de pouvoir faire profiter à tout le monde de justement ces développements. Justement, vous travaillez tous un petit peu sur ces deux marchés-là, la course d'une part et la croisière d'autre. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la tendance, notamment pour le multicoque, qui est d'éviter les paquets de nouilles et donc de simplifier l'usage et de le rendre accessible au plus grand nombre? Ou alors c'est juste une question d'image de marque? Non, bon, il y a les aspects d'image, tendance, etc. Mais je crois que ce qui compte, c'est la cohérence. C'est-à-dire que
la cohérence d'ensemble du design. On est sûr qu'en augmentant la longueur de la flottaison, on va augmenter les performances du bateau. Donc effectivement, avoir une étrave plus ou moins verticale, c'est du bon sens aujourd'hui, je pense. Après, bon, évidemment, on a tout savoir sur les multicoques de course. Certains sont transférables, et sur certains types de multicoques, de croisière, d'autres moins, ça dépend. Donc c'est là où il faut savoir, enfin je pense que c'est important de regarder la cohérence de tout ça. Après, moi on a parlé des gréements, le gréement et la simplicité d'usage, encore une fois, je pense que c'est certainement un des points sur lesquels on va travailler d'ailleurs tous ensemble avec le fabricant de mâts et fabricant de voiles. Il faut trouver quelque chose. Enfin, nous, on a quelques idées. C'est sûr que le développement des ailes rigides, ça donne des idées. Après, il faut valider que ce soit effectivement pratique, ce qui n'est pas encore probablement le cas. Mais il y a sûrement d'autres idées. Il y en a d'autres, oui. Il y a des pistes. Vous parliez de transfert de technologie entre le monde de la course et le monde de la croisière. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple à nous proposer ? Enfin, il y a le secteur de ce que disait Olivier de l'informatique, je pense que ça a beaucoup aidé. Il y a l'accastillage, bien évidemment, les formes de coque, oui, dans certains cas, les matériaux de construction quand on fait des bateaux très pointus, quand même destinés à la balade, mais pointus, balade et course, quoi. Voilà, moi je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que vraiment la prochaine étape, ça va être de travailler sur les gréements, je pense, la facilité d'usage. Alors, Vincent Marzonneau, vous êtes d'accord ? Je suis le premier concerné. Après, c'est vrai que nous, dans le développement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé sur les ailes et on mise beaucoup, en effet, sur le développement qui va être fait, s'il est fait avec le projet français. Maintenant, dans les solutions d'ailes, pour l'instant, j'ai du mal à y croire dans le sens où ça reste assez compliqué parce que, ok, on va trouver une solution pour la plier, on va se retourner vers ce film que tout le monde connaît avec un mât télescopique, une voile intégrée. Tout ça, c'est génial, ça me plaît beaucoup. On tente de trouver une solution déjà pour avoir en effet des solutions de performance. Alors moi pour l'instant l'aile je trouve ça super mais j'y crois pas spécialement. Par contre de trouver une solution pour avoir des vrais grands voiles, ça aujourd'hui c'est plus abordable et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Vous, le transfert entre la course et la croisière, pour ce qui est du multicoque, il se pratique comment ? C'est-à-dire que ce que vous apprenez sur les mâts carbone que vous faites pour les grands multis, les banques pop ou les Groupama, ça vous sert directement ensuite quand vous faites du maxi cata de croisière ? Alors ça dépend un petit peu de la clientèle. Il y a des projets quand on travaille par exemple avec Outre-mer, on a des mâts qui sont très performants, qui profitent aussi donc de tout ce qui s'est fait en course. Par contre, on a des matières utilisées qui sont un peu différentes, qui sont un peu moins onéreuses, qui sont on va arriver sur des parties techniques, sur la partie module de fibres, avec des produits qui sont un petit peu moins chers que ce qu'on utilise dans la course, donc qui sont un peu moins performants. Mais ça n'empêche qu'on reste toujours avec des produits qui sont, en termes de poids, ce qui est quand même la partie primeur de nos mâts carbone, c'est de gagner du poids dans les hauts et d'avoir un bateau qui soit plus confortable justement par rapport à ce poids. Et on sera toujours plus léger. Même si on n'est pas au top de ce qu'on utilise dans la partie compétition, on sera toujours 2 fois plus léger, ou presque, qu'un mât aluminium. Donc c'est de toute façon intéressant. Je pense qu'effectivement, si on veut parler des évolutions, il faut repartir de l'usage et on s'aperçoit vite qu'il n'y a pas un marché du multicoque, mais des marchés du multicoque. Il y a un marché de gens qui sont des spécialistes, qui ne sont pas loin des pratiquants historiques de la voile sur des monocoques. C'est des gens qui ont une culture, une histoire, une passion, et qui, eux, vont accepter la technologie, la complexité, tout ce qui est relatif à cet usage. Et donc on va avoir des technologies qui vont être beaucoup plus directement héritées de la compétition. Le transfert va se faire très très facilement. En plus, étant donné que c'est des gens cultivés, ils vont en accepter. La première des contraintes, dans bien des cas, c'est le coût. Et puis à côté de ça, on va avoir des pratiquants qui, au contraire, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, vont être des nouveaux arrivants à la pratique et les évolutions vont être directement, au contraire, orientées vers l'usage. Et là, on va parler probablement dans un avenir assez proche de nouveaux gréements, parce que ces gens-là sont en attente de ça. Effectivement, comme pour le spécialiste, sauf que eux, ça va être
non pas pour aller plus vite, mais pour être beaucoup plus simple, pour être beaucoup plus accessible et pour enlever un des derniers verrous à la pratique, c'est la complexité. Un voilier, ça reste compliqué. Il faut qu'on arrive à donner aux gens l'impression que c'est accessible, c'est facile, que n'importe qui peut aller faire de la voile, comme n'importe qui vient aujourd'hui à conduire une voiture. Bertrand, avec vous, quand on a discuté au téléphone pour préparer la rencontre, je vous ai parlé des transferts entre la course et la croisière. Vous m'avez dit non, il n'y en a pas tellement chez nous, à part la corne. Si, je caricature même pas, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Je devais être un peu ronchon. Si, enfin, il y a des... Parce que c'est votre image quand même au départ, Silence. Hein, c'est le... Ah oui, nous on pratique toujours les deux, la course et la croisière. Mais Olivier m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement, il y a des bateaux de croisière qui sont des quasi-bateaux de course. Et il y a des bateaux de croisière qui sont pas loin des bateaux à moteur dans notre secteur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas quelle marque de voile ils ont. Ils s'en foutent complètement de la voile. Ils la hissent, ils la falent, ou ils la roulent. Et puis, il y a des vrais navigants qui naviguent en croisière quasiment comme en course. Et effectivement, les produits qu'on peut proposer ne sont pas du tout les mêmes. Mais si on veut illustrer l'influence de la croisière, il y a un exemple extrêmement simple, c'est la généralisation des emmagasineurs qui, malgré tout, dans les 10 dernières années, s'est généralisé sur tous les bateaux de croisière, et ça vient de la course. Et puis, il y a des exemples comme ça, il y en a pas mal. Maintenant, tout dépend du client et de la clientèle à laquelle on s'adresse. Vous, par exemple, sur les tissus, il y a eu des transferts entre le monde de la course et les... Ah oui. Il y a en particulier, il y a toutes les fibres, des fibres comme le Spectra par exemple, qui était une fibre de course il y a 10 ans, qui gagnait le Vendée Globe il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça se généralise sur des bateaux de croisière à des prix abordables. Parce que le facteur coût en croisière est souvent quand même majeur. Il faut réussir à faire des produits qui ont des coûts acceptables, des performances et des durées de vie. La contrainte de voile de croisière, c'est presque aussi compliqué que des voiles de course dans la majorité des cas. C'est-à-dire à cause de la durée d'une voile de croisière. Il y a des tas de contraintes à laquelle on pense pas forcément. Je sais pas, la moisissure, le stockage à 50 degrés dans les pays chauds. Il y a des tas de contraintes qui fait que de faire un bon jeu de voile de croisière sur un bateau qui fait un tour du monde, c'est un vrai challenge. C'est un peu comme un bateau de course avec des contraintes différentes. Alors, aussi en préparant avec chacun d'entre vous cette matinale, je m'interrogeais sur l'existence de freins technologiques à l'innovation. Et quand j'ai discuté avec vous, vous m'avez dit, oui, le frein aujourd'hui, c'est le carbone. Au sens, le coût qui fait qu'on a du mal à le généraliser sur les bateaux de croisière. Est-ce que on peut développer un petit peu ? Je pense qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le manque carbone, c'est intéressant parce que ce qu'on gagne dans les hauts, le bateau est de toute façon plus confortable et il n'y a pas que des histoires de performance, il y a des histoires de confort. Je pense qu'on aura toujours le problème en effet du carbone qui sera une fibre plus onéreuse. Et sauf si demain on nous explique qu'on ne peut plus avoir d'aluminium, on ira chercher un autre matériau, mais ça n'empêche que le carbone, compte tenu du fait que ce soit utilisé dans l'aérospatial, l'aéronautique, qu'on des marchés qui sont monstrueux et qui maîtrisent en effet les coûts de nos distributeurs, à un moment ou à un autre, on peut se dire oui, ça va être compliqué de faire un mât carbone, ne serait-ce que parce qu'on a du mal à s'approvisionner en matière, quoi. Donc il n'est pas question, pour le coup, c'est déjà compliqué pour les gréements, il n'est pas question qu'un jour on voit des catamarans de croisière en carbone. Ça existe déjà ? Oui, mais de manière, je sais bien que ça existe déjà, mais de manière généralisée. Ça ne peut pas être généralisé parce que c'est beaucoup plus cher. Enfin, ouais. Non, mais tout existe. Je veux dire, des bateaux en carbone Nomex, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au yacht de 40-50 mètres catamaran. En passant par tout. Enfin, y a tout. Après, il y a une offre qui est très large, très large. Donc oui, il y aura des bateaux, il y en a déjà, des bateaux en carbone, mais quand même, sera réservé à une élite, enfin, financièrement en tout cas. On imagine. Et puis tout le monde n'est pas non plus en recherche de ce type de matériau, qui a des inconvénients de coût, on vient d'en parler, mais qui a aussi des difficultés techniques liées à la mise en œuvre. Tout le monde n'est pas dans cette recherche-là. Et là, on est un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un split quand même au niveau des marchés. Et il y a un marché de spécialistes qui est à la recherche de ce genre d'évolution, mais c'est quand même très très marginal. C'est un peu une niche dans la niche. Pour ce qui est du marché des non-spécialistes et du marché généraliste des multi-croisières, est-ce qu'il y a
il y a encore des innovations de rupture à venir. C'est pas une martingale que tout le monde cherche pour faciliter encore l'accès, pour faciliter l'usage. Est-ce qu'il y a une question assez ouverte, mais est-ce qu'il y a des révolutions technologiques encore à venir ou on arrive à déjà un produit qui est un petit peu mature du point de vue technologique? On peut l'espérer. pour les usagers actuels et futurs, je pense qu'il y a notamment, on l'a parlé de tout ce qui touche le gréement. Il y a aussi l'énergie. Je pense que ça reste quelque chose qui est compliqué. J'ai bien peur qu'on ait encore du fuel pendant quelques années, parce que c'est compliqué. Mais bon, il y a quand même des évolutions, il y a des recherches qui sont faites là-dessus, il y a des gens qui essayent. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend de l'usage. Mais voilà. L'énergie dans son aspect production, mais aussi stockage. Il y a tout un tas de technologies qui vont rentrer à bord petit à petit, mais comme d'autres appareils domestiques, ça vient dans les téléphones, les ordinateurs, un petit peu partout. C'est le monde automobile qui va nous faire évoluer là-dessus, c'est certain. En effet, dans ce développement, on n'a pas les mêmes moyens que dans le milieu automobile, même si certaines sociétés y mettent beaucoup d'énergie à trouver des solutions pour se déplacer pas cher. Mais pour l'instant, en effet, je pense que la voile reste une solution valable. Je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure, où on se dit en effet, on a différents choix de clients autour des produits qu'on veut proposer, mais ça n'empêche que je défie tout le monde de me dire qu'il ne préfère pas aller un peu plus vite que l'autre quand il navigue, même dans la baie de Saint-Tropez. Et ça n'empêche que, pour moi, de mon expérience, jeune expérience du nautisme, ça reste le multicoque aujourd'hui. Moi, je me suis toujours imaginé un catamaran beaucoup plus rapide qu'un monocoque, et surtout un bateau dans lequel on ne marche pas sur les murs. Et pour moi, ça, ce sont les priorités du multicoque. Et on pourra toujours dire, en effet, on n'a pas nécessairement besoin de performance, mais on aimera toujours aller un peu plus vite que le voisin, ou au moins avoir un bateau qui nous permet de nous déplacer assez aisément. Je reviens sur ce que disait M. Fontaine tout à l'heure en parlant de bateaux moteurs. Moi, les bateaux moteurs, aujourd'hui, on s'évertue tous à trouver des solutions pour éviter de consommer du gasoil ou de l'essence. On s'oriente vers l'électrique, mais ça n'empêche que la voile est la bonne solution et on recherchera toujours un peu de performance. Après, effectivement, tout le monde, et à mon avis, 90% des usagers sont en recherche toujours d'un petit peu plus de performance, mais après, c'est un problème de priorité dans leur cahier des charges. Il y a juste quelque chose dont on n'a pas encore parlé, y compris avec la table ronde précédente, c'est le trimaran. Quand on pense multicoque de croisière, on pense catamaran. Il y a des trimarans au salon à flot juste à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas, c'est une niche, c'est un truc d'outsider, Encore une fois, je crois que c'est une question d'usage. Un grand trimaran, un trimaran qui n'est pas repliable, ça prend beaucoup de place. Et un espace intérieur qui est quand même bien inférieur à celui d'un catamaran. Donc c'est une niche encore plus petite. niche. Sauf les plus petits bateaux, comme je suis aux alentours de 9 mètres, 9-10 mètres, repliables, ça a un sens. Enfin, je veux dire, il est encore plus petit, mais voilà, je pense que ça correspond là encore à un usage très particulier, à des géométries, des géographies particulières et une clientèle particulière. Mais pour aller se balader, c'est sympa. Oui, je suis d'accord avec Marc. On en voit peu, il y a peu de demandes. C'est dédié à un marché d'une voile probablement assez, dans bien des cas, assez sportive. Alors que le gros du marché du multicoque aujourd'hui, c'est une pratique de croisière. Et à ce niveau-là, le trimaran a des qualités pour la performance et évidemment un petit faible d'un point de vue habitabilité. Mais juste parce qu'on en parlait tout à l'heure, Jean-François Fontaine parlait du frein sur le petit catamaran, sur ses aspects de sécurité. Peut-être que justement un petit trimaran qui a un peu plus de moments de redressement et un peu plus sécurisant pour un usage de week-end, de petite croisière, de balade à la journée. Bon, après, ça reste effectivement, je sais pas. Enfin,
Pourquoi pas? À mon avis, c'est tout à fait imaginable. On va prendre des questions dans la salle. Sur ce sujet-là, par rapport au trimaran, par rapport au Nil 45 par exemple, qui justement a exploité une plateforme un peu plus typée croisière, en trimaran, qu'est-ce que vous en pensez, vous tous? Je pense que c'est une approche intéressante parce que Eric était le premier à remettre le trimaran de croisière vraiment en scène. Il a assez bien réussi à donner du volume à l'intérieur, on en a un petit peu moins à l'extérieur. Je pense que c'est dédié à un usage, là encore, un peu particulier, mais c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça donne l'idée à d'autres pour que ce concept évolue encore un petit peu. Ouais. Bah, moi, je suis assez dubitatif, pour être très honnête. Sauf que c'est par rapport à un catamaran, c'est plus large, c'est moins d'espace. Je vois plutôt le trimaran dans les petites tailles, comme je viens de le dire, ou alors peut-être dans des très grosses. Voilà. Ça a malgré tout des avantages de performance aujourd'hui. Le Nil est un bateau qui marche bien, c'est typé, c'est vraiment un bateau de niche. Parce qu'en termes également de plateforme, lorsque vous êtes au mouillage au niveau croisière, comme on le retrouve sur pas mal de catamarans, c'est quand même quelque chose qui est assez séduisant, non? Ouais, non, mais bon, voilà. Oui, mais non, mais voilà, c'est un monde qui est riche de propositions. Il y a une question, ouais. Oui, je voulais rajouter un petit peu quelque chose et voir quel est votre sentiment. On n'a pas abordé les systèmes de contrôle de gréement, et je pense que ça va dans le sens de la facilité d'utilisation, la sécurité et la sérénité, une autre façon de naviguer. Donc il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de contrôler automatiquement le gréement sur différents critères, donc notamment la gîte, l'enfournement, les charges, etc. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces systèmes-là et de l'avenir de ces systèmes-là sur les multicoques? C'était Christophe Lassec qui promeut l'un de ces systèmes-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà. Moi, je crois en termes de sécurité, c'est hyper important. Essentiellement sur des bateaux puissants où on ne se rend pas compte des charges. Maintenant, je pense que sur des tailles de bateaux de 40 à 60 pieds, en termes de sécurité, où en effet on a envie de faire attention à ne pas se retourner si on veut un bateau ou si on a un bateau performant. Après, en règle générale, les bateaux sont calculés, je ne sais pas, aux alentours de 40% de leur moment de redressement. Ces bateaux-là, ils n'ont pas besoin d'avoir d'éléments de sécurité, en tout cas pour l'enfournement ou pour le bateau qui se met sur le toit. Maintenant, je pense qu'il y a une large gamme de bateaux aujourd'hui, type outre-mer, on y revient, où en effet on peut avoir des produits, parce que ce sont des bateaux performants, qui permettent de naviguer sur un flotteur et qui sont des bateaux où on veut jouir justement d'une vraie rapidité sur l'eau, quoi. Surtout sécurité, donc, pour moi. Autre question? Juste là. Merci. Il n'a pas été question de kite depuis ce matin. J'aurais aimé avoir votre avis sur la possibilité de voir des kites sur les bateaux dans le futur, ou est-ce que c'est à oublier? Kite ou aile rigide? Bertrand Kienek. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de kite. Il faut par contre travailler sur la manipulation, je pense. Oui, c'est déjà parce que c'est compliqué. Mais moi personnellement, je pense qu'il y aura des kites sur les bateaux. Il y a un domaine où je suis surpris que ça ne soit pas plus développé, c'est en termes de sécurité, en particulier sur les bateaux à moteur, parce que le kite pour moi est le bon élément pour revenir au port le jour où on est en rade. Mais je pense que ça peut se développer, mais ça c'est quand même je pense qu'il n'y a pas de frein technologique, il faut que quelqu'un s'attaque au dossier et puis il bosse, quoi. Mais je pense que ça va venir, ouais. Une question d'un Twitter. d'un fameux toileur, donc Super Harlequin. Y a-t-il des discussions entre constructeurs et les ports pour faire évoluer l'accueil des katas dans les marinas? C'est peut-être plus pour les constructeurs qui sont au premier rang.
Merci. Des discussions, il en existe, mais d'une certaine manière, le gestionnaire du port est maître chez lui. Donc il est vrai que... Il faut pas dire ça, c'est la caméra. Allez-y, Oui, oui. Donc il est vrai que des discussions existent. C'est vrai également pour les salons nautiques. Comment tarifer les surfaces. Nous, on pense quand même que le calcul à la surface, c'est l'élément le plus juste. Certains ports doublent, alors que le kata n'est pas le double d'un monocoque. Je crois qu'il y a des discussions, mais la limite, c'est que dans les zones où c'est contraint, les ports sont souvent des ports privés. Et là, c'est le directeur du port, le directeur ou le gestionnaire, qui a le dernier mot. Nous, on pousse pour des solutions tarifaires les plus justes qui sont quand même à la surface.